Il existe une culture qui enfreint toutes les règles de l'agriculture moderne. Elle produit le double de la récolte des pommes de terre. Elle survit au froid qui tue le blé. Et une fois que vous la plantez, vous n'avez plus jamais besoin d'acheter de graines. Elle se replante d'elle-même pour toujours. Pendant des milliers d'années, ce fut l'assurance ultime contre la famine. Puis nous l'avons effacée. Nous n'avons pas cessé de la cultiver parce qu'elle a échoué. Nous avons cessé de la cultiver parce qu'elle avait trop de succès. Une culture qui pousse sans permission, qui nourrit sans coût et qui se propage comme une traînée de poudre ne peut être possédée. Et ce qui ne peut être possédé ne peut être vendu. Voici l'histoire de la plante vivace qui a survécu aux empires, a survécu à 2 guerres mondiales et attend toujours sous vos pieds. Bienvenue sur Nature Lost Vault. Avant d'ouvrir cette chambre forte, si ces histoires comptent pour vous, la meilleure façon de préserver cette sagesse est simple. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et partagez ces chambres fortes avec ceux qui ont besoin de se rappeler ce que nous avons oublié. L'archive s'ouvre le long des rives orientales de l'Amérique du Nord en 1605. Un explorateur français nommé Samuel de Champlain débarque sur la côte de ce qui deviendra le Massachusetts. Le peuple algonquin l'accueille avec un festin. Parmi les plats se trouve une racine noueuse qu'ils appellent Kaishukpanak, la racine de soleil. Champlain la goûte. Il écrit dans son journal qu'elle rivalise avec l'artichaut d'Europe. Il remplit la cale de son navire de tubercules et retourne en France. C'est le topinambour. Elianthus tuberosus, la racine de tournesol vivace originaire des Grands Lacs et des forêts de l'Est. Bien avant l'arrivée de Champlain, les tribus amérindiennes connaissaient son secret. Les Iroquois racontaient une histoire. Lorsque la femme terre mourut en donnant naissance à des fils jumeaux, Pouce et Silex, les premiers topinambours poussèrent à partir de ses pieds. Une culture née du sacrifice. La plante domine un homme de 8 à 10 pieds de haut, couronné de tournesols jaunes qui suivent le soleil. Mais le trésor est invisible, enfoui sous le sol. Des tubercules noueux, blancs, violets, dorés, stockant la douceur sous forme d'inuline, et non d'amidon. Les tribus de l'Atlantique aux Grandes Plaines la plantaient une fois, et la récoltaient pour toujours. Elle se propageait par des rhizomes souterrains comme un réseau de veines sous la terre. Une seule parcelle nourrissait un village pendant des générations. En 1805, Lewis et Clark ont failli mourir de faim en traversant les Dakota. Sacagawea les a sauvés. Elle a trouvé des cages de souris, des milliers de topinambours rassemblés sous terre pour l'hiver. Elle les a déterrés, les a rôtis sur le feu et a nourri l'expédition. Les tubercules pouvaient être mangés crus, croquants comme des châtaignes d'eau, ou bouillis jusqu'à devenir tendres. Ils pouvaient être séchés en farine qui durait tout l'hiver. Ils survivaient au gel, attendant dans le sol, prêts chaque fois que la faim se faisait sentir. Le rendement était stupéfiant. Une seule plante produit 3 à 6 livres. Une acre donne plus de nourriture que le blé et plus de nourriture que le maïs dans les climats froids. Des études menées des siècles plus tard le prouveraient. 64 000 par acre sans une seule goutte d'irrigation. Les pommes de terre, même dans des conditions parfaites, en produisaient 53 000 avec irrigation. C'était la survie elle-même, pas le luxe, c'était la fondation. Lorsque Champlain a rapporté des topinambours en France en 1605, l'Europe mourait de faim. Les sols étaient épuisés et des famines frappaient toutes les quelques années. La pomme de terre était crainte. Les gens croyaient qu'elle causait la lèpre. Mais le topinambour s'est répandu comme le salut. Les Français l'ont appelé topinambour. Les Italiens l'ont appelé girasole, tournesol. Il a nourri les paysans, le bétail et même les rois. Pas d'engrais, pas d'entretien. Planter un tubercule au printemps et récolter à l'automne. Laisser des fragments dans le sol et l'année suivante, une récolte complète apparaît d'elle-même. Des essais universitaires des siècles plus tard ont confirmé ce que les agriculteurs savaient. Le topinambour produisait 30 000 par acre. La pomme de terre en produisait 20 000 en calories. Les topinambours rivalisaient avec le maïs, la céréale la plus importante au monde. Mais des failles sont apparues. Les tubercules étaient petits, noueux et irréguliers, difficiles à nettoyer et difficiles à récolter à la machine.
Ils se gâtaient plus vite que les pommes de terre et ne pouvaient pas rester dans des entrepôts pendant des mois, et l'inuline causait des gaz chez les personnes qui n'y étaient pas habituées. Au milieu des années 1700, la pomme de terre a gagné. Plus grosse, plus lisse, plus facile à stocker, elle s'intégrait au système que l'Europe avait construit. Entrepôts, marchés, percepteurs d'impôts. Le topinambour a chuté, réduit à la nourriture pour les pauvres et à l'alimentation animale. Une culture pour ceux qui n'avaient rien de mieux. En Amérique du Nord, les colons ont qualifié de mauvaises herbes. Ils préféraient les cultures européennes, le blé et les pommes de terre. Des cultures qui nécessitaient l'achat de semences chaque année. Des cultures qui pouvaient être contrôlées, taxées et vendues. Le topinambour a survécu dans les fossés, sur les bords des routes, dans les coins oubliés. Mais il n'était plus cultivé, n'était plus valorisé, il attendait simplement. Puis la guerre est arrivée, la Première Guerre mondiale. L'Allemagne a été étranglée par un blocus allié. L'hiver de 1916 est devenu connu sous le nom d'hiver des rutabagas. Les gens mangeaient des rutabagas destinés au bétail parce que les pommes de terre avaient échoué. Des milliers de personnes sont mortes. Les topinambours en ont sauvé certains, poussant à l'état sauvage dans des champs oubliés. Ils ne pouvaient pas être bloqués, ils ne pouvaient pas être saisis. Ils attendaient simplement sous terre des mains désespérées. Mais la Seconde Guerre mondiale fut pire. En France, en 1940, les forces nazies ont saisi 80% de toute la nourriture. Les pommes de terre étaient envoyées aux soldats allemands. Ce qui restait pour les familles françaises, c'était des restes, des topinambours, des rutabagas, des légumes autrefois donnés aux cochons. Pendant 9 ans, des millions de personnes ont survécu grâce au topinambour. Les gens le méprisaient. Les tubercules étaient petits et difficiles à nettoyer. Mangés tous les jours, ils provoquaient de terribles gaz. Pourtant, ils ont maintenu des enfants en vie quand tout le reste avait disparu. Le plan de la faim nazie saisissait la nourriture des terres occupées, pendant que des millions de personnes mouraient de faim. Mais les topinambours ne pouvaient pas être contrôlés. Ils étaient trop robustes, trop sauvages. Ils poussaient, tout simplement. Aux Pays-Bas, l'hiver de 1944 est devenu l'hiver de la faim. 22 000 personnes sont mortes de faim. Le gouvernement a publié des livres de cuisine d'urgence qui répertoriaient des plantes sauvages, des bulbes de tulipes et des topinambours. Les familles creusaient le sol gelé à main nue à la recherche de tubercules. Après la libération, les survivants ont refusé d'en manger. Toute une génération a associé le topinambour à la mort, à l'occupation, aux pires années que l'humanité ait connues. En France, les grands-parents qui ont survécu ne l'autorisaient pas sur leur table. Plus jamais. Le légume qui a sauvé des millions de personnes est devenu un symbole de souffrance. Il a disparu des marchés, des livres de cuisine, de la mémoire. Mais la guerre ne pouvait pas changer ce qu'étaient les topinambours. 73 calories pour 100 grammes, 2 grammes de protéines, du potassium à 429 mg, plus que les bananes, du fer, du cuivre, du magnésium, des vitamines B inondant chaque cellule. Le véritable pouvoir est l'inuline, 50 à 60% en poids, l'une des sources les plus riches de la Terre. L'inuline traverse votre estomac sans être digérée et atteint votre côlon intact. Les bactéries bénéfiques, en particulier les bifidobactéries, s'en régalent. Elles se multiplient et produisent des acides gras à chaîne courte. Ceux-ci abaissent le pH, bloquent les agents pathogènes et aident à absorber le calcium et le magnésium qui passeraient autrement à travers. Des études ont montré qu'elle réduit la constipation et stimule la fonction immunitaire. Elle pourrait arrêter certains cancers avant qu'ils ne commencent. Les pommes de terre font grimper la glycémie. Les topinambours ne le font pas. L'inuline se convertit lentement en fructose. Des diabétiques dans les années 1980 ont écrit des lettres disant qu'ils mangeaient des topinambours tous les jours et que leurs besoins en insuline avaient diminué de moitié. La médecine populaire validée par la science. Et la plante guérit la terre. Elle est vivace, ne nécessitant aucun labour et ne causant aucune érosion. Ses racines profondes fissurent le sol compacté. Elle tolère la sécheresse, la terre pauvre et le froid jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Là où les cultures annuelles meurent, les topinambours prospèrent. Ils ont été conçus pour le chaos. Dans les années 1960 en Californie, une grossiste en fruits et légumes nommée Frida Kaplan
regardaient des tubercules noueux prendre la poussière. Le nom les tuait. Artichaut de Jérusalem. Confus. Faux. Il ne venait pas de Jérusalem, et ce n'était pas un artichaut. Le mot italien girasole, signifiant tournesol, avait été corrompu par les langues anglaises. Elle l'a rebaptisé sunchoke et a déposé le nom en 1980. Elle l'a emballé dans des sacs d'1 livre avec des recettes. Les ventes ont bondi de 600%. Les chefs l'ont découvert. Un goût de noisette, doux, croquant lorsqu'il est cru et crémeux lorsqu'il est cuit. Des restaurants haut de gamme de San Francisco ont servi de la soupe de topinambour, des accompagnements rôtis et des purées. Mais quelque chose de plus grand se produisait. Dans les années 1980, la crise agricole a frappé et les agriculteurs du Midwest s'effondraient. Une expérience a commencé. Cultiver des topinambours pour la nourriture, le fourrage, le carburant et l'indépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement des entreprises. Des rendements élevés, vivaces, de l'éthanol issu de la fermentation de l'inuline, parfait. Cela a échoué économiquement. Pas de marché, pas d'infrastructure de transformation. Les agriculteurs ont perdu de l'argent. Mais l'idée a survécu. Une culture pour l'autosuffisance des communautés qui refusent le contrôle des entreprises. En France, des décennies après la guerre, les chefs ont réhabilité le topinambour. Les légumes oubliés, plus des symboles de souffrance, un héritage. Dans les années 2000, les topinambours sont apparus sur les marchés de producteurs à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. La permaculture les a appelés le Saint Graal. Une seule plantation pour des récoltes éternelles. Aujourd'hui, les scientifiques les étudient pour les terres marginales. Là où le changement climatique tue le blé et le maïs, le topinambour attend. Né dans le chaos, conçu pour les extrêmes, la résilience. Alors pourquoi ne le voyons-nous pas partout ? L'agriculture industrielle exige l'uniformité. Des cultures qui mûrissent à temps, se récoltent à la machine, s'expédient sans meurtrissure, se conservent pendant des mois, ont l'air parfaites sous des lumières fluorescentes. Les topinambours refusent, ils mûrissent à des moments différents. Ils se gâtent rapidement, les arracheuses de pommes de terre perdent la moitié des tubercules. Trop petits, trop attachés aux racines, une récolte efficace nécessite un équipement spécialisé ou un travail manuel. Aucun des deux ne passe à l'échelle, aucun des deux n'est rentable. Et le problème de l'inuline, ce qui les rend nutritionnellement supérieurs, cause aussi des gaz. Les bactéries intestinales ont besoin de temps pour s'adapter, mais la nourriture moderne ne tolère pas les périodes d'adaptation. Elle exige une satisfaction instantanée. Le surnom de fartichoke, artichaut péteur, s'est répandu, une blague. Même Julia Child a écrit pour demander « Pouvez-vous régler le problème de flatulence ?» Oui, cuisez plus longtemps. La chaleur convertit l'inuline en fructose. Ou mangez-en de petites quantités. Laissez votre corps s'ajuster. Mais cela demande de la patience. La nourriture industrielle n'en a aucune. Les topinambours restent donc une niche. Les marchés de producteurs, les cultures de spécialité et les jardins familiaux où ils se propagent de manière incontrôlable. Cette propagation incontrôlable est justement le but. Vous ne pouvez pas tuer les topinambours sans poison. Le moindre fragment germe. En Europe, ils sont qualifiés d'envahissants lorsqu'ils s'échappent. Envahissant, le mot que nous utilisons pour les choses qui réussissent sans permission, les choses qui n'ont pas besoin de nous, les choses qui nous rappellent que le contrôle est une illusion. Le topinambour enseigne ce que les empires veulent enterrer. L'abondance ne nécessite pas de contrôle. Les plantes vivaces reviennent sans permission. Elles n'ont pas besoin d'achat de semences, d'intrants chimiques, de l'approbation des entreprises. Elles s'adaptent, persistent, survivent. Mais les cultures qui persistent sans profit sont dangereuses. Le topinambour surpasse les pommes de terre en rendement, guérit les sols morts, nourrit les communautés sans intermédiaire. Il ne peut être breveté, ne peut être possédé, ne peut générer de revenus perpétuels. Il est donc qualifié de primitif, difficile, inadapté. Le schéma se répète. L'amarante a été interdite par les conquistadors parce qu'elle était trop sacrée. Les haricots tépari ont été effacés par des machines qui ne pouvaient pas gérer leur liberté. Le mesquite a été défriché pour du bétail qui a détruit ce que l'arbre protégeait. Les fèves ont été remplacées par des pilules qui facturent 500 $ pour ceux qui poussent gratuitement dans les jardins. Les cultures indigènes qui permettent la souveraineté sont systématiquement effacées. Non pas parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles réussissent sans chaîne. Le topinambour a survécu en étant intuable.
Mais la plupart des personnes en vie aujourd'hui n'en ont jamais goûté un. Elles ne l'ont jamais regardé pousser. Elles n'ont jamais appris que planter 3 tubercules en automne en donne 30 au printemps. Ce savoir attend sous terre. Le changement climatique arrive. Sécheresse, inondations, chaleur. Les cultures qui nourrissent 8 milliards de personnes ont été sélectionnées pour la stabilité. Cette stabilité touche à sa fin. Le topinambour est né dans le chaos. Il stocke l'énergie là où la sécheresse ne peut l'atteindre. Il survit au froid qui tue les pommes de terre. Il produit plus que le maïs en utilisant 1/3 de l'eau. Lorsque les systèmes industriels échoueront, le topinambour sera prêt. Il est prêt depuis 4 siècles. Les familles françaises ont survécu à l'occupation en mangeant du topinambour qu'elles détestaient. Les mères néerlandaises ont creusé le sol gelé à la recherche de tubercules pour nourrir leurs enfants affamés. Les Amérindiens l'appelaient Kaishuk Panak, la racine de soleil, un don issu du sacrifice de la femme terre. Les noms changent, la mémoire s'estompe, elle refait surface, mais la plante n'est jamais partie, vivace sous terre, attendant des mains prêtes à creuser. Nous n'avons pas perdu le topinambour, nous l'avons simplement oublié. Mais l'oubli n'est pas définitif. Le savoir vit dans le sol. Dans chaque parcelle sauvage, dans chaque tubercule échappé, dans chaque jardinier qui en plante 3 et en récolte 30. Cette culture enseigne par la persistance, par un refus de mourir. L'abondance a toujours été là, poussant dans la terre, libre. Si cette chambre forte a ouvert quelque chose pour vous, abonnez-vous à Nature Lost Vault et cliquez sur la cloche. Chaque j'aime et chaque partage préserve ce qu'ils ont essayé d'effacer. La prochaine chambre forte s'ouvrira bientôt.